Salut les graisseux. Alors, c'était pas un chantier qui était prévu normalement. Donc là, on est dans l'atelier, tu vois, le range sport TDV6 que tu connais bien si tu l'as vu au niveau de la chaîne sur pas mal des vidéos. Et puis bon, moi je m'en servais également pour la société, hein, que tu connais. Et je vais te faire écouter ce qui est arrivé. Donc là, on est à peu près 300 et des 1000 km. J'avais fini de reconfigurer le véhicule complètement. Au niveau des travaux, on va dire cosmétiques, esthétiques, les jantes, et puis quelques petites pannes qu'il y avait autour du véhicule. Et on a fait à peu près 15 000 km. Et je roulais tranquillou jusqu'à ce que il se passe une mauvaise chose. Voilà. Donc tu vois, j'ai pas de problème de pression d'huile. Je vais te faire écouter vite fait, puis après je vais le couper très vite parce que je vais pas aller empirer les choses. Voilà. Donc on va le laisser là, on va le couper. Donc on était à 303 000, je crois, un truc comme ça. Kilomètres, normalement. Ouais, tu vois, à peu près, un petit peu moins. Donc voilà, 302 900. J'avais fini de faire la totalité des révisions. Et puis la vidange, la date de 5000 km à peu près. Et je ne l'ai même pas tartiné. Hein. C'est vraiment arrivé d'un seul coup. En décélération en arrivant sur un rond-point à 30-40 à l'heure. Et puis j'ai entendu un petit tic-tic-tic tout de suite. Donc bon, connaissant quand même la fragilité au niveau bas moteur sur ces modèles, j'ai compris tout de suite ce qui se passait. Donc je suis rentré tranquillement. Heureusement, je n'étais pas très très loin de la maison. Mais les derniers kilomètres, je me suis arrêté. Puis on a mis sur plateau directement. Je l'ai ramené parce que je ne voulais pas avoir une casse due à un échauffement ou un coussinet qui se barre vraiment complètement. Pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir trop de limaille. On va vidanger, on va regarder. Et le but, ça va être d'ouvrir et puis d'aller regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors normalement, la technique, c'est de décaisser quand c'est comme ça, pour te retrouver avec le châssis roulant puis avoir un meilleur accès, parce que tu vois que là, c'est pas génial sur le TDV6. Mais bon, moi je vais pas faire comme ça. On va laisser la caisse en place parce que j'ai pas envie en plus, au moment où je vais recaisser éventuellement, d'avoir des problèmes en plus de tout ce qui va être suspension. Et puis bon, c'est quand même un gros boulot, puis ça implique d'avoir un pont de colonne pour dire de lever la caisse, ce que je n'ai pas ici. Ou alors il faudrait que je le fasse chez quelqu'un, un ami, tout ça. Et puis bon, on sait très bien que ça risque de s'éterniser parce qu'on va voir ce qu'on va trouver. On sait jamais quoi. Après, il faut trouver les pièces, faut regarder ce qui est sauvable éventuellement de ce bloc-là, voir un petit peu comment on fait. Si on fait un changement pur et simple du moteur, mais qui en général en base d'occasion et tout ça, on n'a jamais trop d'historique, donc on ne sait pas trop ce qu'on va mettre. Celui-ci, normalement, c'est son moteur d'origine. Il est matching numbers. Et je pense que le bas moteur et les frais et tout ça, ça n'a jamais été fait. Donc bon, je pense que ça devait arriver. On a fait aussi, c'est une petite session diag avec Paul là, qui est venu avec une valise. Et puis on a vérifié qu'on n'avait pas de problème au niveau des injecteurs. Ouais. Il dit même pas que les valeurs, normalement elles sont en rouge quand c'est mauvais. Bon, il n'y a même pas tellement de différence. Bah non. Le massacre. Donc moi je voulais vraiment le faire avant de passer au démontage pour dire d'écarter un éventuel problème qui serait dû à un injecteur qui pisserait vraiment du gasoil et qui m'aurait vraiment délavé la totalité qui m'aurait
fait perdre les propriétés lubrifiantes au niveau de l'huile par dilution. Donc là, je vais attendre une petite dizaine de minutes et puis je vais reprendre les niveaux, on va regarder, on va vidanger et puis je vais m'atteler au démontage, on va y aller progressivement. C'est pour ça que je l'ai mis voilà, dans l'atelier ici pour être tranquille parce que je vais pouvoir au moins avoir la dalle, je passerai avec la grue d'atelier, j'ai le palan qui est là-haut. Voilà, donc on va s'atteler à ça. C'est pas que ça me plaise, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. Quand on achète ça, on sait très bien, on joue et puis parfois on perd, quoi. Mais bon, après ça reste un véhicule qui de toute façon est quand même très agréable sur la route et puis qui présente pas mal d'avantages, voilà, par rapport à des accidents éventuels. Je veux dire, tu es quand même en sécurité, tu fais la roule, tu cruises, t'entends rien. Donc bon, voilà, il y a une fragilité au niveau du bas moteur, ça c'est connu. Ce qui est emmerdant, c'est que il faut quand même aller tout démonter pour accéder, quoi. Donc c'est pas des pannes les plus faciles à régler parce que ça implique de tout désosser. Raison pour laquelle aussi on peut les trouver. On trouve beaucoup d'exemplaires avec les frais à faire, quoi. Et bon, c'est un véhicule qui est quand même sujet à ça. Que ça soit également chez Land Rover ou toutes les autres véhicules dans lesquels ce moteur-là est monté, hein, de toute façon. Sachant qu'il a peut-être tendance à souffrir quand même un peu plus sous le capot des ranges, parce que il y a le poids du véhicule à emmener par rapport à une grosse berline, quoi. Voilà, donc bon, moi je vais m'atteler à ça, et puis on se retrouve au fur et à mesure du démontage. Bon voilà, donc la suite, on se retrouve le lendemain, j'ai réussi à tomber mon démarreur, et puis ce matin j'ai défait le bac à huile qui est là, on va la regarder après tout de suite. On va juste aller voir un petit peu en dessous comment ça se présente. Voilà, donc là j'ai ma crépine. Voilà, donc pour tomber le démarreur, il faut sortir le petit échangeur à plaque aussi, histoire de gagner un petit peu de place. Bon, dans l'ensemble c'est relativement propre. Dans la crépine ici, j'ai pas de saleté. J'ai pas de saleté plus que ça, hein. C'est vraiment pas mal. Et on va aller voir tout de suite au niveau du bac à huile à quoi ça ressemble. Le bac à huile que je viens de déposer il y a 2-3 minutes. Donc on n'est pas vraiment blindé au niveau des pots. Mais bon, quand je commence à regarder un petit peu, là tout à l'heure j'en ai trouvé un petit morceau là ici. Voilà. Voilà, petit morceau de métal là. Voilà, on va le poser là. Et quand on regarde au niveau du bac, si je fais ça, on va voir apparaître les petits morceaux avec du cuivre là-bas dans le fond. Alors, est-ce que avec de la lumière, voilà, là on voit mieux. Voilà, on le voit bien. Voilà. Petit morceau de coussinet ici. Là, on va prendre celui-là. Là. Donc voilà, on va continuer le démontage. Donc moi je ne l'ai pas démonté trop vite au niveau du bac à huile parce que je voulais pas contaminer au niveau du bas moteur. De toute façon là je vais le remettre hein, en continuant mon démontage et puis je le retirerai au moment de vraiment retirer le moteur, sortir le moteur de la caisse. Donc pour ça il faut continuer au niveau du démontage, accéder comme il faut. Bon, alors on se retrouve après une petite quinzaine d'heures de boulot. On va regarder un petit peu, on va faire le tour sur les avancées. J'ai mon alternateur là qui est ici, et puis j'ai retiré, ça c'est les vis au niveau du convertisseur de couple. Il faut retirer le petit cache là qu'on a là ici sur le bloc, on va aller voir tout de suite en dessous. Et puis là on a nos vis de cloche, vis d'échappement. On va aller faire un petit saut là-dessus. Regardez au niveau de la progression, c'est absolument infernal. C'est infernal au niveau de l'accès. Donc après une quinzaine d'heures, voilà où on en est.
Il y a des choses que j'ai retirées qui sont pas forcément nécessaires, mais ce que je cherche à faire, c'est vraiment avoir une visibilité maxi. Donc là déjà tu commences à voir un petit peu le sol au travers, parce que d'origine, quand tu commences le démontage, tu laisses tomber un truc, il n'y a aucun risque que ça touche le sol. En fait, ça bute tout partout. Et puis en fait, tu vois, au niveau accessibilité, voilà, je passe à peine 2 à 3 doigts, mais sur la totalité du tour du moteur, c'est vraiment monté au chausse-pied. Et c'est pour ça que de toute façon, ce qui est préconisé, c'est de retirer la caisse, de décaisser. Mais vu qu'on est plus malin que tout le monde, on va le faire sans décaisser, parce que je suis même pas certain, de toute façon, qu'on gagne vraiment du temps, parce que tu décaisses, tu dois défaire, on va dire, tout ce qui est système, bon, c'est pas grand chose, quoi, la direction, tout ce qui est système de freinage, il doit y avoir quand même quelques broches électroniques qui embêtent le monde, les commandes de boîte, bon. Et puis évidemment, t'as accès quand même beaucoup mieux au niveau de l'arrière, quoi. Mais bon. Donc moi, l'alternateur ici a été déposé. On voit le support moteur là qui est ici. De ce côté-ci, j'ai pas encore trop trifouillé. Et là, il va me rester les conduites d'eau qui sont là-bas qui me gênent. Et puis, on doit aller accéder aussi au tuyau d'échappement qui reprend de ce collecteur-là, qui repasse au-dessus de la boîte et qui va rejoindre le turbo de l'autre côté. Turbo qui est monté, alors voilà, le turbo il est là-bas, ici en dessous, là il y a un turbo là qui est là. Donc on va passer en dessous avec une petite lampe, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Le plus simple c'est de passer peut-être sur le côté ici. Donc voilà, ça va peut-être pas être très agréable au niveau de la caméra, mais vous plaignez pas parce que vous n'avez pas à le faire. Alors ici, au niveau du dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc là, mon carter, ouais, voilà, donc ça, on l'avait vu, ça a été viré. Et ici, on est côté, voilà, donc là, on voit bien ma conduite d'échappement qui est là. Et j'ai retiré pas mal de boulons, enfin de vis au niveau de la cloche d'embrayage. On en a encore un là-haut, là, voilà, à défaire. Et pour enlever ici, au niveau des vis de convertisseur de couple, alors, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Voilà, il y a un petit, voilà, le bouchon à retirer là, dans le bloc en fonte au-dessus du démarreur. Voilà, donc là, on doit le voir un petit peu mieux. Voilà, ici. Et donc, on fait tourner, il y en a 4. Il y en a 4 à retirer. Après, côté conducteur, j'ai l'effet ici au niveau de la sortie directement du turbo, au niveau du tube de descente, et puis on voit, voilà, je vais avoir cette partie là à démonter. Alors je fais quelques messages assez régulièrement avec Paul qui lui a eu l'occasion de le faire une fois ou deux, je crois, parce qu'il y a eu le tour aussi des changements de moteur. Et donc il va falloir que je dépose ma traverse de boîte ici. Enfin, il m'a dit de le faire pour gagner un peu de place, un peu de temps, et puis il va falloir monter, descendre au maximum, bouger pour dire de pouvoir accéder et d'avoir voilà, un petit peu de visu sur les vis, parce que déjà il faut les voir. Visuellement, c'est pas toujours évident de les trouver, et après il faut s'amuser à passer. Donc suivant la taille de tes pattes, c'est pas une partie de plaisir. Voilà. Donc, voilà où on en est. Et puis, ben, on va continuer la progression. On va aller voir de l'autre côté. Là, je vais défaire cette roue de ce côté-ci, puis je vais retirer au niveau des tôles, tout ça, vérifier que j'ai rien oublié côté turbo, là, que tu vois. Ouais, tu dois le voir, il est là-haut, là. Bon, allez, on continue. On va s'extraire de là. Et puis, c'est parti. Bon, alors je suis en train d'essayer de faire un petit peu de place côté conducteur. C'est pas mal parce que là je viens d'extraire cette tôle là de protection par chaleur, donc j'ai réussi à la sortir. Elle est venue par ici. Je pensais pas que ça viendrait par là, mais bon. Pourquoi? Parce que on est situé donc voilà sur le côté avant conducteur, et voilà, donc notre turbo il est là, ici, là. Voilà, donc là on a notre triangle de suspension, tout ça. Et donc là j'ai viré les tôles par chaleur, on arrive à accéder, hein. Donc il faut déposer toute une série de vis, et je vais aller défaire, voilà, le collier qui est là-bas. Je sais pas comment je vais passer, mais je vais aller défaire ça en tout cas, pour pouvoir démonter là. Donc voilà, ça c'est... Enfin voilà quoi, enfin, franchement au niveau accessibilité quoi, franchement...
Bon, ben voilà, donc on s'y colle. Bon, alors on se retrouve, je ne saurais même pas dire combien d'heures plus tard. J'ai passé la semaine entière et bon, ça y est, ça bouge, hein. Il est prêt à être extrait, donc je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé. Il y a quand même eu des imprévus sur le changement, enfin l'extraction déjà de ce moteur. On va regarder ce que j'ai réussi à sortir de plus depuis la dernière fois. Donc je suis en train de tout répertorier. Je te conseille vraiment, si tu démontes, c'est voilà, de faire des différents sachets et de bien marquer ce à quoi ça correspond pour retrouver toute ta visserie, parce que chaque minute qui passe, on sait très bien que voilà, on perd un petit peu le souvenir de tout. Donc là, on avait fait pas mal de petites choses. Et au niveau du dessous, en fait, on a eu le problème, c'est que moi, ce que je voulais faire, c'était séparer la boîte de vitesse du moteur, sortir le moteur, tu vois, le décaler suffisamment, parce qu'on a quand même pas mal de place ici sur l'avant, l'extraire au niveau de la baie ici de pare-brise, le morceau qui est vraiment enfoui là-bas derrière, le décaler, et on le remontait tranquille, quoi. Mais impossible de désolidariser la boîte de vitesse du moteur. Alors tout est retiré. Tu vois, je suis passé, là on voit bien maintenant, hein, par le trou ici là qu'on a dans le bloc. Et puis j'ai la vue, hein, sur ma couronne crantée. J'ai tout repassé plusieurs fois pour vérifier que j'avais vraiment rien oublié. J'ai fait tout le tour de la boîte. Il y a toutes les vis de cloche de boîte et tout ça. Donc il y en a, de mémoire, il y en a 16. Voilà, elles sont toutes là. J'ai toutes les fixations au niveau des échappements, tout ça. Et ça vient pas, ça vient toujours pas. Donc je vais te montrer ce qui s'est passé, tu vas voir en dessous un petit peu, et puis je vais te montrer la suite des opérations. Là je suis quand même relativement calmé depuis hier, parce que je sais que j'ai plus qu'à tirer un petit peu et il va venir, ça y est, il est libre. Donc on va quand même voir la fin de ce chantier. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme je n'avais pas accès, j'ai sorti la boîte de transfert qui est là. Alors l'avantage, c'est que je vais pouvoir la réviser, la nettoyer, je vais refaire les joints et tout ça parce qu'elle fuyotait un petit peu, donc c'est pas dramatique. Et tu n'as que 8 vis à retirer pour dire de l'extraire, tu vois. Donc j'en profiterai pour tout nettoyer. On enlève le système ici de mise à l'air, et l'avantage étant que sur ces boîtes là, voilà, une fois que tu as des faits au niveau des transmissions avant, comme celle-ci, voilà, tu as la transmission. Donc tu défais les transmissions avant, transmission arrière, et puis après tu n'as que des broches à débrancher, parce que tout se fait par moteur électrique au niveau des changements de gamme, si tu veux. Donc tu n'es pas embêté avec des systèmes de tringlerie comme on peut avoir sur des boîtes on va dire plus classiques, manuelles. Donc allez, on va se glisser en dessous, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc ici en dessous, comme tu vois, il n'y a plus rien. Donc là, on avait notre boîte de transfert qui est ici. J'ai laissé la transmission arrière suspendue par le palier ici, central. Comme ça reste en place. On a bien tout dégagé. Donc là, on a la vue sur tout. Et moi, ça m'a permis de bien aller vérifier que j'avais tout retiré ici au niveau des boulons de cloche, là, tu vois, là-haut. Et ça, cette visibilité-là, tu ne l'as pas. Hein. Tu n'arrives pas à l'avoir tant que tu n'as pas commencé à bouger un petit peu, gagner des centimètres à droite, à gauche, tout ça. Donc là, c'est prêt à sortir. La boîte veut toujours pas venir. Donc là, je vais être obligé de désolidariser. Ça va être le système de conduite, tu vois, qui sont là, qui repartent vers le radiateur à l'avant, parce que sinon, je vais tout arracher. Donc quand tu désolidarises le moteur, normalement, tu n'as pas besoin, parce que la boîte reste en place et les conduites, elles sont pas rattachées par des petites pattes, sauf un petit peu à l'avant. Il y a une petite patte qui maintient avec tout ce qui est système de conduite, enfin de durite, de surpression, tout ça. Donc tu défais un petit peu tout ça, mais ça peut rester en place, tu vois. Il n'y a pas de problème plus que ça. Et bon, ce qui s'est passé, on a pété le carter inférieur là, qui est en plastique, parce que voilà, ça a reposé sur la traverse et tout ça, donc ça s'est fendu. C'est un carter qui de mémoire contient la crépine, hein, de toute façon. Donc moi, ce que je vais faire, j'avais prévu de faire une vidange de boîte, donc je m'en fiche. Et si tu veux, on va changer le carter inférieur qui est vendu comme un consommable. Donc au moins, je repartirai avec une révision complète, non pas du moteur, mais du moteur, mais aussi de la transmission. Comme ça, les boîtes et tout ça, tout sera nickel. Boîte de vitesse, boîte de transfert. Donc voilà où on en est. Tout est débranché. Et au niveau accessibilité, voilà, hein, tu vois, c'est quand même bien serré tout partout.
Alors, je vais te montrer niveau compartiment moteur ici. Voilà. Donc là, le plus grand problème étant quand même l'accessibilité que tu as ici. Donc, tu vois, tu as ton turbo qui est là, tu as ta colonne de direction qui descend à travers tout, tu as les durites de surpression et puis d'arrivée d'air qui arrive là ici au turbo, et tu as un support moteur qu'il faut virer. D'accord, donc celui-ci, ça te permet de décaler correctement le moteur, sinon ça vient se coincer dans la descente, là, dans la colonne de direction. Donc ça c'est bon, c'est sorti. Là il est libre, hein, ça y est, hein, bon, là il est monté. Mais ce que je vais devoir faire maintenant, pour le sortir, eh ben, je vais démonter la totalité de la face avant. Donc on va sortir les pare-chocs, les renforts qu'on a ici, tous les radiateurs, et puis l'échangeur ici qu'on a en bas. Je vais voir si je le laisse ou pas, mais enfin, de toute façon je crois que je vais tout démonter. Je vais en profiter pour tout nettoyer et puis traquer les fuites. Et puis tu vois, il y a certaines conduites d'eau et tout ça qui demandent vraiment à être changées. Là il y a des durites. De toute façon, voilà, elles ont fait leur temps. J'ai débranché aussi tout ce qui va être pompe de direction assistée. Et je pense que une fois que j'aurai démonté la totalité ici de la face avant, je vais pouvoir rechanger au niveau de mes points d'ancrage, je vais rééquilibrer et puis je vais pouvoir réextraire la totalité, donc moteur, boîte de vitesse. Et puis une fois que je l'aurai au sol, là normalement je vais réussir à désolidariser, parce qu'on a essayé de faire un petit peu des appuis, tout ça. J'ai balancé du dégrippant, on a vérifié 10 000 fois au niveau des fixations qu'on avait vraiment rien oublié. Mais à mon avis, comme tout est d'origine et que ça a quand même pas mal de kilomètres, et ça commence à accuser un petit peu tout ça, et c'est bloqué, quoi. Donc soit c'est bloqué par des petits pions de centrage qui sont rouillés, et puis tout a sulfaté un petit peu avec l'aluminium ou ce genre de choses. Donc de toute façon, tu comprends bien que vu l'accessibilité qu'on a ici, aller commencer à taper avec des marteaux, des machins, t'arrives même pas à passer, même avec des petites cales de bois. Et en fait, avec des carters en alu, t'as très vite fait quand même d'en exploser un. Donc voilà, moi je vais essayer quand même de sauver le maximum de choses. Voilà, casser un carter plastique de boîte auto, c'est pas grave, parce que c'est du consommable, c'est vendu comme pièce détachée, et ça fait partie de l'entretien. Tu le remplaces quand tu fais l'entretien, donc c'est pas grave. C'est comme si tu avais cassé un filtre à huile, une cartouche de filtre à huile, c'est pas grave. Tu vois, donc là on va essayer d'extraire ça, et je pense que quand je vais le remettre, soit ça m'évitera de malheureusement devoir décaisser. Je pense que je vais peut-être pouvoir réussir à le réencastrer, enfin remettre un ensemble moteur-boîte et venir recoller la boîte de transfert seulement par la suite, parce que ça c'est pas compliqué à faire au niveau accessibilité. C'est plus compliqué de recoller un moteur et de rassembler un moteur sur la boîte qui est en place que, à mon avis, passer la boîte de vitesse et moteur accouplé avec tout qui va bien derrière, d'accord? Donc là moi je vais m'y remettre, on va défaire au niveau de la face avant. Bon, à mon avis, c'est encore parti pour une petite heure, parce qu'il va y avoir des fixations qui vont galérer un petit peu, hein, sinon c'est pas drôle. Et puis on va stocker tout ça de côté, et normalement on l'aura par terre tout à l'heure, et puis on va enfin pouvoir comprendre ce qui s'est passé au niveau du bas moteur. Donc si j'ai une recommandation à te faire par rapport à ce genre de boulot, honnêtement, si tu as accès à un pont, même si tu es particulier, tu as décidé de le faire le boulot toi-même et tout ça, tu as accès à un pont, n'hésite pas, prends le pont, tu décaisses, tu vas gagner du temps énormément, quoi. Surtout si c'est la première fois que tu le fais, tu vas pas chercher, enfin tu vas chercher, tu vas mettre un petit peu de temps, mais tu auras quand même une meilleure accessibilité que la façon dont moi je l'ai fait là, hein. C'est faisable, mais franchement ça rend fou, quoi, parce que je vais pas dire que c'est... Si tu veux, la galère, elle vient du fait que tu n'as même pas accès, enfin tu vois même pas quelquefois là où il faut aller démonter. Il faut déjà l'avoir fait une fois pour savoir à peu près où tout se situe. Et on fait le test, hein. Tu mets une lampe, la lumière passe pas. La lumière passe pas, nulle part, tu vois rien, quoi. Et tu es toujours gêné par des petits trucs imbriqués, et tu vois que c'est une voiture dont la conception et l'assemblage, c'est vraiment typique chaîne de production usine, où tu as un châssis roulant, voilà, on met la méca et toutes les étapes de construction comme un, je vais pas dire comme un Lego, mais plus comme un mécano, où finalement à la fin, quand tu as oublié la petite vis qui est insérée à tel endroit, tu es obligé de te retaper toutes les étapes de démontage et tout ça, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, tu peux pas la mettre après, ni voilà, c'est tout, tu es obligé de suivre de comment ça a été fait. Et donc là, dans de l'entretien, je pense que voilà, tu passes, si tu as un problème moteur,
bah, tu décaisses, tu décaisses, tu désassembles complètement la caisse du châssis et tu te retapes toutes les étapes quasiment de rénovation. Tu changes le moteur et tu repars comme une construction en usine, sauf que tu n'as pas d'usine, quoi. Mais bon, c'est faisable, hein. Je suis pas le premier à tenter le truc, je suis pas le premier à avoir le tour parce que c'est un problème qui est quand même récurrent sur ces modèles-là. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'au garage, normalement, bah, j'ai eu quelqu'un là qui m'en a parlé, un garage pro qui a vraiment que l'habitude de faire ça, qui fait ça à la chaîne. Il va prendre à peu près, je crois, c'est 8 000 € de main d'œuvre pour faire ce changement-là, hors fourniture de pièces. Donc en gros, tu trouves encore un moteur à 1500 balles ou un truc comme ça d'occasion. C'est à peu près les tarifs auxquels ça s'échange actuellement. Voilà, donc tu as sorti plus 2-3 pièces que tu vas casser et puis dont tu vas trouver au démontage, qu'il va falloir remplacer. Oui, tu as sorti un billet de 10 000 pour un changement de moteur. Voilà, donc c'est la dose dans un univers pro. Et eux, ils comptent à peu près 35 heures de main d'œuvre, je crois. Et ce qui est, franchement, c'est rapide, hein, 35 heures, parce qu'il y a des trucs à dézinguer vraiment de tout partout, quoi. Donc moi, je m'y remets, et puis on se retrouve quand tout ça s'est dépoilé un petit peu à l'avant. On continue le démontage. Bon, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec tout ça, donc face avant, bouclier, je l'ai claqué dans l'air pour pas l'abîmer. On a tout ce qui est ici, collecteur, pour les entrées d'air, tout ça. On va avoir notre traverse ici de renfort, radiateur, échangeur. On a également tout un tas de durites, et puis voilà, j'ai quelques réservoirs. J'ai récupéré les fluides, compresseur de clim. Hop, mis de côté parce que j'ai pas encore vidangé le circuit pour récupérer le gaz qu'on a dedans. Donc voilà, ça ressemble à ça. En fait, ça ressemble plus à rien. Et c'est pas une mauvaise chose parce que j'aurais dû commencer par là. En fait, ça m'aurait fait énormément de place. J'aurais vraiment beaucoup moins galéré que d'aller essayer de choper des trucs au fin fond du moteur avec toute cette partie avant là qui te gêne. Et franchement, ça se fait bien en 1 heure, 1 heure et demie. C'est pensé pour être démonté bien comme il faut. Donc là, ça y est, on a tout désossé. Voilà, j'ai tout viré. T'es embêté avec le support moteur de ce côté-ci qui vient se bloquer en fait avec ton support moteur côté châssis. Et en fait, tu as une petite patte et quand tu le lèves, ça suit la colonne de direction qui est là. Donc tu vas avoir tendance, en fait, tu n'arrives pas à extraire ton moteur parce que tu n'as pas de place, tu peux pas le dégager sur le côté gauche là. Donc ça suit, et au fur et à mesure que ça monte, ça suit la colonne de direction, donc tu n'arrives jamais à l'extraire. Donc il faut s'amuser à aller tout défaire. Donc ça, moi je l'avais déjà défait d'avant en passant directement par le passage de roue qu'on a ici. Voilà, avec des rallonges dans tous les sens. Voilà, donc là j'ai tout mis de côté, là ça y est, hein, c'est libre. Donc là j'ai plus qu'à le sortir. Je me demande si éventuellement... comment dire, pour l'extraire, et puis des personnes qui n'ont pas des systèmes de levée très importantes, parce que là moi je vais le raccourcir pour pouvoir lever un petit peu plus haut, et comme j'ai enlevé le bac à huile, ça va sortir assez facilement et ça va passer au-dessus de la traverse. Par contre, si tu n'as pas de système de levée qui sont suffisamment puissants, tu peux peut-être t'amuser à dépointer les points de soudure qui sont là, parce que malheureusement ça c'est relié. Je pensais que c'était fixé par le système de boulonnerie qu'on a ici, mais non. Donc c'est vraiment solidaire entre côté conducteur, côté passager, par cette traverse frontale. Mais bon, tant pis. Donc moi c'est pas une mauvaise chose parce qu'en plus ça me permettra de gratter un petit peu, tu vois, la rouille qu'on a là. Bon, c'est pas méchant hein, comparé à des anciens Land Rover ou quelquefois où je pense par exemple à des châssis arrière de disco TD5, les gars, là, vous savez très bien que ça pourrit à mort. Donc ça à côté c'est rien. Et on va en profiter pour refaire et puis graisser tout ce qu'il faut ici bien en frontal pour que ça se redémonte bien si jamais à l'avenir je suis obligé de le refaire. Et je pense que là, le fait de l'avoir fait une première fois fait que je suis beaucoup plus serein quant au fait qu'il va falloir le remettre dedans. Donc ça va pas se faire tout seul évidemment, mais ça va... Enfin bon, ça me fait pas trop peur quoi, franchement ça va aller. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder sans décaisser. Et là je vais l'avancer comme il faut, et pour aller le remettre, je vais faire ça. Je vais mettre la boîte de vitesse en place et puis je vais aller réenquiller la totalité quoi. Parce que franchement, démonter la boîte de vitesse,
c'est que dalle quoi, c'est que dalle comparé au boulot que tu as d'aller défaire tous les boulons, et une fois que tu as tout à terre, c'est beaucoup plus facile de tout démonter quoi. Donc voilà, on arrête de chercher plus d'explications que ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, là au moins on a accès à tout. Je vais dégager ça, et puis bon, on va poser ça par terre, et on pourra crier victoire. Bon voilà, donc fin de dépose du moteur. Heureusement, bon, il y a ce qu'il faut pour bouger tout ça au niveau manutention, parce que avec une grue d'atelier, c'est pas toujours évident, sauf si tu es sur vraiment une bonne dalle, et puis bah, ça prend vite beaucoup de place quand même. Moi, ce que j'avais vu au niveau du poids, c'est que ce moteur-là, normalement tout équipé, il était donné dans les 200 et des kilos, je crois, un truc comme ça. Ce qui est pas énorme hein, par rapport au fait que ça soit du diesel, et qu'il y ait quand même pas mal de merdier tout autour, et de périphériques, tout ça. Et je pense qu'avec la boîte, bon, on doit rajouter à peu près une bonne cinquantaine de kilos. Voilà, donc ça fait quand même un beau bébé. Et je me demande vraiment pourquoi, sur les forums et puis sur même certaines vidéos, certains groupes et tout ça, les propriétaires s'embêtent vraiment à séparer le moteur de la boîte de vitesse dans le véhicule. J'arrive toujours pas à comprendre. Alors peut-être que je vais avoir un mauvais tour, on va dire, quand je vais essayer de le remettre en place, parce que moi le but ça va être de remettre en état le moteur, le recoller à la boîte, et de repasser tout le monde en lieu et place, et de venir recoller ma boîte de transfert après par la suite, ce qui est beaucoup plus facile que de s'amuser à défaire la totalité des tours de boîte ici à l'aveugle. Et puis t'as toujours du faisceau, du machin qui passe, et puis tu as également le collecteur d'échappement ici, voilà, qui repasse ici au-dessus comme ça. Bon, moi j'avais réussi à tout enlever, donc j'ai perdu à mon avis une journée de travail à mon avis à essayer de le faire, plutôt que de procéder avec une dépose comme ça. Mais bon, on va dire que pour la prochaine fois, au moins j'aurai appris quelque chose, et puis j'irai certainement plus vite. On a une belle vue aussi ici sur la partie arrière au niveau de la courroie, qui reprend à mon avis, ça reprend d'un arbre à cam. Tu as un tendeur ici, tu vois, et ça repart au niveau de la pompe à injection ici, là, voilà. Bon, on va en profiter pour mettre une courroie neuve. De toute façon je l'ai, mais elle n'avait pas été remplacée du fait de la difficulté d'accessibilité. Donc on va remettre tout ça comme il faut. Et là on comprend aussi, oui, que il fallait vraiment pas s'énerver au niveau de la tentative de séparation. Oubliez tout de suite d'essayer de faire des pesées avec du pied de biche ou ce genre de choses, ou des gros tournevis, parce que là bon, ça se sépare un petit peu à mon avis. Les pions, il doit y avoir les pions de centrage qui sont complètement collés. Donc moi je vais vraiment le tirer dans l'axe. On va essayer de désolidariser tout ça, mais vraiment pas faire appui, pas commencer à taper, parce que on n'a pas de montage avec une cloche comme une boîte de vitesse classique, ou comme des boîtes même des boîtes auto antérieures. Tu prends par exemple des boîtes de range classique comme ça en boîte auto, des 4HP22 ou tout ça, t'as une cloche quoi. Et au pire, bon, si tu dois remplacer une cloche, tu peux démonter, parce que là, si par contre j'ai une fissure, ou que j'explose le carter, je peux remplacer la boîte, quoi. Donc on va essayer d'éviter ça. Surtout que celle-là, elle va vraiment bien. Je sais ce qu'elle vaut, elle fonctionnait vraiment à merveille. On va en profiter pour y faire une petite vidange, et on aura un ensemble groupe motopropulseur qui sera vraiment totalement révisé. Bon, victoire. Voilà. Donc j'avais absolument rien oublié. Donc c'était vraiment pas ça le problème. Le problème venait, comme je pensais, effectivement, des pions ici. Donc ça baignait là-dedans avec de la rouille. Et puis côté gauche et côté droit. Voilà, donc là, quand on voit, c'était pris là-dedans. Et également au niveau du convertisseur de couple, voilà, au niveau central. Donc là on voit de toute façon tous les dépôts qu'on a retrouvés là, quand justement quand j'ai dégagé la cloche. Voilà, donc on a tout ça, et tout ça était venu ici au niveau du pion central. Bon, on le voit, hein, on a pas mal de dépôts également. Voilà, toute la saleté qu'on trouve ici. C'est ça qui faisait que on n'arrivait pas à séparer les deux organes. Donc là, ça c'est bon. Moi quand je vais le remonter, évidemment, c'est connu, hein, sur ma chaîne, je parle de graisse sans arrêt, mais mettez de la graisse, bon sang, mettez franchement un tout petit point de graisse à cet endroit-là. Là et puis là, ça rend quand même le démontage beaucoup plus facile, même 300 000 km après, quoi, parce qu'on voit que voilà, c'est pas des environnements qui en plus sont contaminés, c'est très très propre, quoi, quand on voit au niveau de l'intérieur. Un petit coup de graisse, ça aurait quand même pas fait beaucoup de mal, quoi.
Alors recommandation également, tapez pas comme un ours au niveau de la boîte. Moi j'ai pris vraiment appui là où on avait des renforts, donc avec des petites cales de bois et puis maillé également en caoutchouc. Surtout, hein, voilà. Parce que, enfin on l'entend hein, même au son, c'est pas un... Puis même au toucher et à cet endroit là ici, surtout faites pas de peser à cet endroit là parce que l'alu il est hyper fin, vous allez avoir une certaine flexibilité, vous allez dire oui je peux forcer, puis bam ça va casser, vous allez vous retrouver avec un carter complet inférieur ici à changer. Donc non, voilà, allez-y vraiment progressivement, petit maillet caoutchouc, faire danser tout comme il faut, suspendre le moteur. Donc moi j'aurais jamais réussi de toute façon en dessous du véhicule à extraire cette boîte ou même à séparer le moteur de la boîte quoi. Non, t'as aucune aisance, t'as pas de place. La visibilité c'est pareil, c'est pas terrible non plus, donc bon voilà quoi. Bon en tout cas ça c'est une bonne chose de faite. On passe à la suite. Et bah, j'ai commencé à tout dépoiler, donc on a fait un petit tas, on a notre boîte de vitesse, on a des périphériques ici et accessoires, quelques carters, des tuyaux d'échappement, on a notre couronne crantée et là sur mon sèche-linge j'ai voilà, le faisceau moteur avec toutes les broches qui vont bien et on a notre carter inférieur et je viens à l'instant d'arriver sur la partie basse, la partie qui nous intéresse. On est dans les entrailles complètement et je vais te montrer ce que j'ai trouvé. On a notre fautif. Alors la première chose c'est que au niveau des bielles, bon de toute façon j'ai pas encore démonté mais on sait à peu près à quoi s'en tenir. Et regarde, hop, voilà, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois cette belle fissure? Donc j'ai roulé comme ça, j'ai ramené le véhicule. Voilà, regarde cette belle fissure. Donc déjà on va partir sur un vilo. Voilà. Voilà notre responsable. Alors pour l'instant il est... Alors est-ce qu'il tient encore parce que tout est monté et que en fait il est déjà cassé mais il tient encore en place, ou alors est-ce qu'il est en amorce de belles fissures? Et on va retrouver, alors ouais ça peut paraître impressionnant comme ça mais bon voilà, de toute façon il n'y a pas 36 000 méthodes, faut bien faire le boulot. Bon, on va prendre les choses calmement et avec philosophie. J'en profiterai pour remplacer ici tout ce qui va être flexible et puis des conduites, tu vois, il y a des... Voilà, c'est complètement oxydé, on va en profiter pour les remplacer parce que ça c'est le genre de conduite qui peut lâcher à tout moment. J'en avais même vu, là je pense que je les ai mises là-bas derrière au niveau des conduites d'eau, tout ça, enfin c'est une catastrophe au niveau de leur état, donc je vais remplacer ce qui demande à l'être. On profitera pour gratter un petit peu ici, puis nettoyer au niveau de la traverse, enlever les points de rouille. Du moment que c'est accessible, c'est exactement le moment le plus approprié pour le faire. Là ici, là on voit au niveau du support moteur, tu m'étonnes comment aller défaire ça une fois que tu as le moteur qui est ici en place avec ton turbo, enfin je sais pas, c'est grosse galère. À mon avis ça va rentrer au chausse-pied quand on va le remettre en place, mais bon on va y aller avec méthode. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je pense qu'on va arrêter la vidéo à ce niveau là, au niveau des épisodes. Je vais essayer de faire ça en assez rapproché. Là j'ai besoin de la voiture, de toute façon je vais la remettre sur la route assez vite, c'est pas un truc qui va durer pendant un an, enfin du moins j'espère. C'est histoire de quelques semaines, le temps d'avoir des pièces, de s'organiser. Le véhicule va rester ici, donc on va le laisser à l'abri, tout ça, parce qu'il y a quand même tout ce qui va être système d'électronique, de broche, tout est un peu débranché, donc j'ai envie que ça reste à l'abri dans un atelier, dans un garage, pas prendre l'humidité en extérieur, donc pas ressortir la voiture, pas risquer d'avoir des problèmes après de faisceaux, d'oxydation et de voyants et de sapins de Noël quand on remet le contact au niveau du tableau de bord. Quand on essaye de redémarrer le véhicule pour la première fois avec des codes erreurs absolument tout partout. Donc on va éviter ça, et puis on va travailler, on va dire pas une méthode de restauration, mais une méthode où je remets en état, on fait ce qu'il y a à faire, et pour du véhicule courant.
voilà, c'est pas du chantier comme j'ai pu avoir l'habitude de faire sur des véhicules anciens où on repart d'une coque neuve et puis enfin d'une caisse qu'on sable, qu'on repeint et qu'on remonte le mieux possible. Là, on est dans du bel entretien, on va faire ça correctement, mais ça va pas être non plus du travail d'orfèvre avec de la restauration. Voilà, on fait un véhicule qui fonctionne, qui est fiable et qui reprend la route. C'est tout ce qu'on lui demande. Et je pense que c'est déjà même pas mal comparé à beaucoup qui sont malheureusement abandonnés du fait justement de la difficulté de mener cette opération. Donc vraiment, si vous achetez ce véhicule, parce que maintenant c'est des véhicules qui en occasion ont quand même bien baissé au niveau code par rapport à ce que ça peut proposer, comme agrément de conduite, comme confort, comme sécurité, et puis ça fonctionne bien, ça roule bien, il n'y a pas à dire. Par contre, au niveau fiabilité, bon, c'est normal quand on voit la complexité du véhicule. Voilà, c'est normal que quand on commence à avoir des problèmes à droite à gauche, ça monte très vite, soit en pièces, parce que les pièces sont pas aussi accessibles que les anciens modèles, mais également en main d'œuvre. Et c'est tout à fait compréhensible. Voilà, donc je pense qu'on a bien fait le tour. Considérez bien ça quand vous achetez le véhicule, parce que ça peut vite se transformer vraiment en galère si vous n'avez pas un minimum d'équipement pour travailler dessus. Et enfin, bon, là, ouais, je pense que c'est quand même du travail, enfin, c'est sérieux, quoi. C'est de la révision sérieuse. On est très éloigné des révisions qu'on pouvait faire sur des C15, des 4L, des 205, tout ça, où on se mettait dessus une semaine et on avait tout fait, quoi. Et c'était reparti pour longtemps. Là, on est quand même à un niveau d'exigence et ça éprouve les nerfs quand même beaucoup. Voilà, donc je vais faire suivre les démontages. Maintenant, je vais ouvrir au niveau du bas moteur. Je vais tenter de tout séparer. Je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ça nous fera un deuxième épisode. Je commanderai mes pièces. On fera le remontage. Et puis, on se retrouvera au fur et à mesure, hein, quand ça roule et que ça reprend la route. Et puis, bon, à mon avis, il y aura des complications. Il y en a toujours. Mais le but, c'est quand même de remettre ça sur la route et puis de vous montrer un petit peu le quotidien. Les galères, il y en a dans tous les achats, surtout passer un certain kilométrage. Il n'y a pas de secret. Allez, à plus. Ciao les graisseux. Et souhaitez-moi bon courage. Ciao.